Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est avec Jérôme Blanchet-Gravel pour la revue de l'année de Libre Média. Les grands enjeux. Donc, Jérôme, une grosse année 2023 pour Libre Média. Ça a pas mal explosé de votre côté. C'est quoi les événements marquants que tu retiens, peut-être les décisions que vous avez prises, les orientations que vous avez prises qui expliquent le succès, la croissance? Des fois, peut-être des choses que tu dis ça, si c'était à refaire, je le ferais pas, ou j'insisterais plus sur quelque chose plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, entre autres, notamment votre chaîne YouTube qui a vraiment pris son envol en 2023. Là. Moi, à brûle pour point, c'est ce que je retiens. Là. Oui, effectivement, chaîne YouTube qui est rendue à 23 000 abonnés. D'après moi, on a fait un bond de près de 20 000, en fait, près de 20 000 abonnés supplémentaires en 2023. Ce qui est effectivement assez exceptionnel. On approche le 1 million de vues pour 2023. Avec une centaine de vidéos. Évidemment, on n'a pas la même régularité que vous. Hein. C'est-à-dire, nous, on a une formule plus c'est plus sporadique. Reportage, grande entrevue. Donc, ce n'est pas un podcast qui va générer chaque jour des visionnements. Mais quand même, je pense que l'augmentation par rapport à 2022, c'est comme plus 700% de visionnement, là, un truc hallucinant. Donc, évidemment, Francis Denis, par contre, n'était pas là en 2022. Donc, je répète, Francis, c'est vraiment notre caméraman, notre directeur vidéo, c'est le cerveau derrière tout ce qui est audiovisuel. Donc ça, oui, je pense que c'est un élément à mentionner absolument. Sinon, le passage d'un correspondant en Israël est évidemment un événement marqué en 2023. Sinon, toute une panoplie de textes qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire on a continué à publier toutes sortes de reportages écrits, des articles d'opinion, des analyses, des entrevues avec beaucoup de gens, beaucoup d'experts, beaucoup de gens très crédibles. Donc, sur la plateforme, on est rendu à plus de 1200 textes là, qui ont été publiés depuis le lancement de Libre Média. Donc, ça fait à peu près soixantaine d'articles par mois quand même, là, avec l'équipe. C'est quand même intéressant. C'est dans l'ordre de grandeur de l'actualité. Savais-tu que tu pouvais être éligible à 1,2 million de subventions, Jérôme, pour à peu près 1000 textes par année, non? Ah oui. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui nous disent regardez ça, c'est pas dans notre philosophie. Nous, dans notre marque de commerce, c'est un des seuls médias en fait non subventionnés au Québec. Mais il y a des gens qui nous disent qu'on devrait finalement entrer dans le système pour ne pas laisser l'argent aux médias, traditionnels. Je pense pas qu'on va aller là du tout, là. Mais il y a des gens, je vous dis, qui nous reviennent avec ça. C'est-à-dire ils préféraient que l'argent aille à des Libre Média, des Yann et Frank et compagnie, au lieu qu'à des Radio-Canada, Le Soleil, des journaux complètement, là, finalement, en phase terminale, vraiment respirateur artificiel à fond. Ben moi, je le comprends, ce raisonnement-là. Le problème, c'est que les gens qui parlent de ça, ils ne comprennent pas que tu t'exposes au chantage. Quand tu fais ça, on l'a vu beaucoup durant la pandémie, mais pas que. Là. Tu t'exposes au chantage, tu t'exposes à ce que cette subvention-là, il pourra avoir des téléphones à un moment donné pour dire, tu sais, tu l'as eu, mais tu pourrais plus le revoir parce que tenir ce genre de propos-là, c'est de la désinformation ou de la diffamation. Dans le contexte d'une entreprise, perdre une subvention, ce que ça veut dire, dans bien des cas, c'est que si la subvention est récurrente sur 2-3 ans, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas te mettre à engager du personnel. Donc, si un jour, tu finis par perdre ta fameuse subvention, tu es dans une position qu'il faut que je regarde le monde dans les yeux et que je leur annonce qu'ils n'ont plus de job. Là. Fait que ça, c'est le contexte dans lequel les médias traditionnels évoluent présentement. Ils sont carrément pris en otage par le gouvernement avec la récurrence de ces subventions-là. Ouais, c'est un modèle en soi, on le sait, là. Puis, non, on n'est pas là du tout, mais seulement, ça a été, disons, beaucoup de gens qui, pas tant que ça, mais
Donc, c'est crève-cœur de voir que tout l'argent va à des médias qu'on le sait, complètement désuets, je sais, qui carburent aux grands enjeux, etc. Donc, c'est sûr, il y a un élément un peu... c'est crève-cœur de voir l'argent public aller là, on le sait. C'est un gaspillage énorme. Imaginez le soleil, là, des articles, enfin, on ne reviendra pas sur tous les grands enjeux, mais des articles sur des araignées dans les dortoirs de l'Université Laval. Mais tu trouves pas ça normal, toi, qu'on donne de l'argent, par exemple, pour couvrir des dossiers comme ça, là? Des scientifiques appellent à plus de biodiversité dans les emojis. Donc ça, c'est quand même un article très sérieux dans la presse où on nous dit il y a trop de chats, pas assez de crustacés. Ne riez pas, c'est très sérieux. Là. Un article de l'AFP quand même, imaginez-vous. Oh, oui, ça a été fourni par l'agence France Presse, une agence très sérieuse. Trop de chats, pas assez de crustacés. Le panel actuel d'emojis disponible ne représente pas fidèlement l'étendue de la biodiversité observée dans la nature, ce qui nuit aux efforts de conservation, estiment lundi des scientifiques. Une analyse publiée dans la revue américaine iScience révèle que si des animaux sont bien représentés, des plantes, des champignons, mais aussi des micro-organismes, ils ne le sont pas assez. Si la crise de la biodiversité peut sembler éloignée de la vie en ligne dans notre société de plus en plus numérisée, nous ne devrions pas sous-estimer le potentiel des emojis pour sensibiliser et promouvoir la diversité de la vie sur Terre, écrivent les auteurs Stefano Mamola, Mattia Falici et Gentile Francesco Filetola. Donc, c'est un enjeu quand même de première importance. Tu vois, chaque jour, il y en a. Hein. J'en avais même... je les gardais spécialement pour toi. Là. J'en avais une autre aussi, ici. Est-ce que c'est bien celle-là? Non, ça, c'est toujours la même. Attends un peu. J'en avais soulevé quelques-unes qui sont quand même importantes aussi. On avait celle-là. Donc, les changements climatiques nuisent à la propreté de la ville de Montréal. Attends un peu. Hein? Oui, là, on nous dit que, dans le fond, le fait que la ville de Montréal soit littéralement une poubelle à ciel ouvert dans beaucoup de quartiers, c'est les élus nous disent que c'est en raison des changements climatiques. Donc, les changements climatiques nuisent à la propreté de Montréal, a déploré lundi l'administration Plante, qui dit chercher une solution au problème. Donc, ils nous disent les pluies hivernales qui se multiplient en raison du réchauffement climatique font ressortir la saleté dans les rues. Donc, un article très sérieux de Philippe Tessicera-Lessard. Donc, j'espère qu'il y a une subvention qui a été donnée pour ça. Et un petit dernier quand même pour la route, parce que ça, c'est quand même très bien aussi. On a des vins pour dénoncer le sexisme. Donc, on a la cuvée militante Amazon Vin et Volaille est une invitation à revisiter l'iconographie des femmes qui ne sont pas toutes blanches. Ah, OK. Et là, on nous dit, non, ce ne sont pas des vins pensés spécifiquement pour accompagner la dinde, mais la cuvée militante Vin et Volaille. Elles sont arrivées à Québec juste à temps pour le temps des fêtes et pour nous faire jaser à table. On nous dit là-dedans, il y avait un vin qui s'appelait... Attends un peu, il y a un nom quand même assez délicieux. Je l'ai ici quelque part. C'était le vin pute et quelque chose. C'est pas des blagues. Hein. Il y a un vin qui s'appelait... oui, le vin s'appelait pute féministe. On nous dit que c'est un grossiste de vin qui fait qui dénonce via le vin de gauche le sexisme ambiant et le blanc-triarcat, là, dans le fond, le suprémacisme blanc dans le vin. Et quand même, on voit que c'est destiné pour la classe populaire. On nous dit qu'il faut débourser autour de 65 $ pour des vins, pour une de ces bouteilles-là. Tu veux nous achever avant les fêtes, là, man. Ben oui. C'est le dernier Anne et Frank de l'année ici. Ben oui, mais c'est parce que j'ai entendu Jérôme faire sa compilation. Parmi ceux-là, je dois l'avouer. Ben, en fait, ils sont tous sortis depuis que tu as fait ta revue. Donc, tu as trouvé un filon, mon gars. C'est une ressource inépuisable. Donc, on parle... J'ai un hier à Moret qui était avec des nouveaux parce que c'était rendu top 10. Donc, j'en ai ajouté 5 hier là,
Mais oui, je pense que 2024 va être une année très riche en grands enjeux. On peut s'y attendre à nouveau. C'est une vraie démarche. Hein. Comme j'expliquais à Moret hier, la démarche vise évidemment à dénoncer l'imbécilité ambiante, la médiocrité, le niveau de journalisme qui diminue constamment. Donc, pour ceux qui pensent que ça m'intéresse vraiment des histoires de salles de bain, etc., ben non, c'est parce que je m'intéresse au fait qu'on s'y intéresse. Comprenez-vous? On m'a déjà reproché, c'est pas tous des prix Nobel non plus, là, ces réseaux sociaux. Mais pour ceux qui pensent que c'est moi qui m'intéresse à ça, non, je m'intéresse au déclin de la société. Je ne m'intéresse pas véritablement aux araignées qui provoquent de longues érections. Là, vous comprenez? On avait un là-dessus. Hier, j'en ai inclus un. C'est un article, c'est un commerce fermé en raison d'une araignée qui peut provoquer de longues érections. Donc, un article paru dans le Journal de Montréal. Il y en a de toutes sortes, mais les animaux reviennent régulièrement hein, dans les grands enjeux. Les animaux et la météo, c'est très présent. Évidemment, c'est deux éléments très, très... je sais pas, ça interpelle le public d'une certaine façon, comme le chat prédateur, les ratons laveurs qui sèment l'émoi, sèment le chaos. Le casse-croûte de Neuville aussi, qui quand même il était au cœur de l'actualité. Provoque un conflit entre voisins, toutes ces histoires-là exceptionnelles. Elle rate son pâté chinois et le tire dans la cour du voisin. Mais au-delà de la frivolité, parce que bon, on s'amuse bien, là, mais au niveau de 2023, est-ce qu'il y a des enjeux importants que tu t'es dit, ben justement, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse avec ça, c'est que tu dis, bon, on fait un texte sur une madame qui a raté son pâté chinois à Saint-Sauveur, et tu dis, pendant ce temps-là, il y a, mettons, un coup d'État au Niger et il n'y a aucun article sur ce sujet-là. Moi, c'est plutôt ça qui me marque plus qu'autre chose. C'est des fois, on parle de choses, tu sais. Moi, Yann, vous faites plus de la nouvelle que nous, mais au courant de l'année, on a sorti quand même quelques histoires quand même où on se disait, mais c'est silence radio, personne ne parle de ça. Entre autres, cette semaine, on parlait d'une histoire qu'il y avait dans le National Post et il y a un média québécois qui en a parlé, mais c'est une histoire quand même assez incroyable d'un Québécois qui a été pris dans un réseau de trafic de cocaïne et qui s'est fait arrêter aux États-Unis et là, il va potentiellement être enfermé là-bas, mais tu te dis, me semble, c'est quand même un sujet, je veux dire, un Québécois qui est dans un réseau qui implique un système de distribution, tout ça, se fait arrêter avec des kilos de coke aux douanes, tout ça, me semble, en tout cas, je sais pas. Ça me paraît être un enjeu un peu plus important que de savoir si quelle coupe de cheveux va avoir Marie-Pierre Morin l'année prochaine ou la nouvelle émission de variété où on a invité Lise Dion à venir faire du sucre à crème. Je sais pas. Toi, as-tu des événements de 2023 qui t'ont soit toi marqué ou que vous avez traité à Libre Média, tu t'es dit, mais on dirait qu'on est les seuls à parler de ça. Plusieurs articles qui sont... c'est-à-dire des éléments d'actualité qui ne sortent pas nécessairement dans les médias francophones au Québec, qui méritent d'être soulignés. Évidemment, toutes les séquelles de la crise sanitaire, de la gestion de la crise sanitaire. Ça arrive régulièrement là, qu'il y a des sujets qui sont trop tabous, évidemment, pour être abordés dans la presse mainstream. Donc, je dirais que presque chaque semaine, on a un article qui a un angle qu'on ne verrait jamais là, dans les grands médias. Sinon, Israël, évidemment, ça a été largement couvert. On n'irait pas jusqu'à dire qu'on a été les seuls à avoir un correspondant là-bas, ni à couvrir ce développement-là. 2023 a été l'année de quoi déjà? Il faudrait que je revienne. Là. Évidemment, on a eu... ça a été une année marquée beaucoup par les conflits internationaux, là, la guerre en Ukraine qui se poursuit, Israël, tu l'as bien mentionné. Mais ça a été une année aussi qui a été marquée, on en a parlé quelques fois, mais par la descente, j'allais dire aux enfers, c'est un peu exagéré, là, mais l'écrasement de tous les gouvernements un peu partout dans le monde qui sont installés depuis la pandémie. On voit Macron que ça fait que descendre. On voit Biden, on voit Trudeau, on voit Legault. En fait, j'essaie de trouver un leader occidental qui est bien en selle là, pour dire que s'il y avait des élections, il ne se ferait pas débarquer du pouvoir. Et genre, la liste est plutôt mince. Là. En Europe aussi, il y a eu plusieurs changements de gouvernement en Italie, en Autriche.
aux Pays-Bas aussi, je pense, récemment. Donc, on sent qu'il y a un gros mouvement, là. C'est comme si les gouvernements, bon, on l'avait dit, moi, Yann, ça aussi, les gouvernements surfaient sur une espèce de vague pendant la pandémie sécuritaire où les gens, tu sais, les aimaient parce que leur procurait un sentiment de sécurité. Mais là, on dirait que depuis que ça s'est estompé, là, c'est comme l'heure de rendre des comptes et les gens se rendent compte finalement qu'ils ont élu des gouvernements beaucoup plus faibles que ce qu'ils pensaient. Là. En tout cas, c'est une impression que j'ai comme ça. Oui, ben effectivement, la crise, dans le fond, de l'État-providence, de l'État en général. Puis effectivement, il y a une espèce de fatigue vis-à-vis l'establishment, évidemment post-pandémie. Ce qu'on a traité quand même, qui n'a pas été vraiment couvert par les grands médias au Québec, ça a été dans la foulée de Sound of Freedom. Là, oui, c'est vrai. Les grands médias ont comme refusé de s'intéresser au phénomène du trafic humain, du trafic d'enfants. C'était pas un phénomène nouveau, par contre, là, c'est pas quelque chose qui a émergé cette année, mais c'est comme si, pour montrer que les grands médias, eux, n'étaient pas complotistes, ils ne voulaient pas, dans la foulée de ce film-là, s'y pencher. Alors que moi, on a plutôt vu ça comme une occasion de revenir sur un thème important à l'échelle mondiale. Donc, pour moi, le film... qui est un film relativement standard là, dans le sens, au niveau du scénario, vous l'avez vu, je pense que vous l'avez commenté, qui n'est pas, qui est pas non plus un chef-d'œuvre, mais qui n'est pas un navet non plus, qui se promène, puis bon, qui nous emmène en Colombie, qui nous fait voyager un peu, puis qui nous apprend quelque chose. On a été pas mal les seuls à fouiller ça, là. Du moins à ce moment-là, cet été et après. On a eu plusieurs articles sur tout ce qui est pédophilie en ligne. Je ne dis pas qu'on est les seuls, mais de la manière, encore une fois, c'est-à-dire les grands médias sont tellement prudents, si je peux dire, et tellement timides dans leur approche et finalement peureux d'une certaine façon que ils vont rarement au fond des choses dans ces sujets-là. Donc, on a eu beaucoup de choses, là, notamment avec deux entrevues avec Maria Mourani, sur vraiment là, tout ce qui est explosion de la pédophilie en ligne, qui est une réalité depuis la pandémie. Là. C'est-à-dire vraiment, on assiste à une augmentation exponentielle des cas de l'heure d'enfants, donc des prédateurs numériques. Et il y a toute la question des deepfakes. Là, donc, il y a de plus en plus de jeunes donc, qui se font voler leurs images, justement ils se font voler leur physionomie, puis on va utiliser leur image pour créer des films pédopornographiques avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux qui émergent en raison des nouvelles technologies. Là. Donc, ça, on a pas mal creusé. Ça, on a creusé pas mal de choses. Là. Ça est un peu dans les médias quand même, tout ce qui est pédophilie en ligne. Ouais. J'ai l'impression qu'au Québec, on est un peu en 1990 là-dessus, là, dans le sens que on s'imagine encore qu'il y a quelqu'un avec une camionnette avec un Chevy-Van, les vitres teintées, qui porte un imperméable en dessous duquel il est nu, qui traîne autour des garderies et des écoles. Mais en 2023-2024, c'est plus vraiment là qu'on est rendu. Là. C'est plutôt relié à l'Internet. Justement, l'accès, tout ce qui est en ligne. Là. Puis justement, il y avait un groupe qui a eu des problèmes avec la police. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là, mais ça m'avait quand même marqué. C'est des gens, je pense, dans le coin de Gatineau qui, eux, se faisaient passer. Dans le fond, ils disaient qu'ils avaient 11-12 ans, mettons, puis ils faisaient de la chasse aux prédateurs. Là. Ils se sont fait, je pense, arrêter par la police parce qu'au niveau de la loi, même si tu peux pas te faire justice soi-même avec ce genre de truc-là. Là. Mais il y a de plus en plus de groupes citoyens qui demandent à ce qu'il y ait des actions là, de la part de la justice de fait là-dessus. Là, parce que c'est comme je te dis, on dirait que c'est comme si on était encore en 1990. Là, on s'imagine que c'est des gens dans des parcs puis qui tournent autour de des écoles, mais c'est plutôt sur Internet, j'ai l'impression que ça se passe. Oui, c'est ce que nous disait Maria Mourani, justement. Puis le code criminel canadien n'est pas adapté à ce qui s'en vient, à ce qui est déjà sur Internet comme menace. Au sujet qui n'a pas nécessairement de lien, là, sans faire qu'on a traité, évidemment, qui n'a été pas traité de cette manière-là, c'est vraiment tout l'enjeu de la question trans. On a eu beaucoup d'articles là-dessus. Donc, tout ce qui est l'industrie du changement de sexe, ce nouveau marché du corps humain,
Aussi les médias québécois et les Québécois en général sont un peu ont pas pris acte là, de la transformation du monde à ce niveau-là. Là. C'est le transgenrisme, on parle de millions de personnes là, aux États-Unis. Là. C'est des millions de personnes. Donc, c'est comme si au Québec, on est encore un peu rétro. Là. On n'a pas tout à fait pété. Évidemment, des chroniqueurs bien pensants qui se sont portés à la défense de ce courant-là. Mais sont-ils vraiment conscients? Ici, tu en avais parlé ici dans un truc exclusif. Il y avait eu, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais c'est un des premiers podcasts de l'année, je pense. En fait, au retour de la pause de l'été, tu avais été dans une espèce de manifestation où tu t'étais entretenu avec 2 militants qui étaient là, puis eux disaient, c'est un mouvement qui est dans une espèce de paranoïa un peu. Là. Il y a des autres qui disaient qu'on était comme au 4e stade avant le génocide, ou je ne sais pas trop. Là. Je pense que ça vous avait mis sur la map beaucoup aussi, ce reportage-là. Oui, l'article s'appelle « Le complotisme woke ». Donc, oui, ça a été bon chez nous. Tout ce qui est question trans, évidemment des éditoriaux assez bien sentis, mais aussi des articles là, vraiment avec des chiffres, ce que ça représente l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, les compagnies qui financent finalement le lobby trans parce qu'ils ont intérêt à vendre des médicaments, finalement des bloqueurs d'hormones. Puis il est vraiment au-delà de l'aspect idéologique, il y a des aspects économiques auxquels on d'ailleurs, au Québec. Là. Si je veux plugger de quoi, j'ai écouté hier une partie de l'entrevue entre Roxane Labanane et Avril sur Green Neuron, qui est leur nouvelle plateforme de podcast. C'est un extrait que vous avez sur YouTube, mais pour avoir le vidéo complet, c'est directement un abonnement sur leur site. J'ai pas écouté le vidéo complet, j'ai écouté l'extrait et j'ai vachement trouvé ça intéressant. Tu sais, on dépeint beaucoup tout ce qui se passe au niveau des trans comme de quoi de sacrément intense et militant. Puis là, tu avais la version de quelqu'un qui est dans cette situation-là depuis 10 ans, mais qui n'est pas militante. Tu sais, qui explique juste sa vie, puis justement, qui n'aime pas voir ce militantisme parce qu'il dit que ça nuit. Je pense que ce militantisme-là nous nuit. Puis honnêtement, j'ai commencé le vidéo juste parce que c'était Roxane, puis finalement, j'étais arrivé, j'ai resté accroché du début à la fin. J'ai fait « Hey, c'est donc bien intéressant, ça. » Cette vision-là, on ne la voit pas beaucoup, puis parce que, tu sais, on va se faire accuser d'être anti-trans, d'être transphobe énormément, alors que cette vidéo-là qui nous sensibilise aux choses réelles que vivent une personne trans, c'est sacrément plus intéressant que le je veux un X sur ma carte RAMQ. Là. Puis justement, tu sais, ce qu'elle expliquait à Avril là-dedans, c'était moi, je veux pas quelque chose qui m'identifie comme quelque chose de différent qu'une femme. Là. Je suis une femme. Point. Oui, mais c'est ça qu'elle parlait je l'écoutais aussi, puis elle disait tout le débat sur les. Traditionnels, finalement. Ça, mais ce qu'elle disait, en gros, c'est que dans le fond, la plupart des trans, mais qui n'appartiennent pas à des mouvements de revendication, eux autres, ils prônent pas le fait d'avoir des toilettes non-binaires, puis d'avoir 52 000 genres, puis d'avoir des X sur leur carte, puis d'identité, puis tout ça. En gros, elle disait, ben moi, au début, j'allais dans la toilette des gars. Puis un moment donné, ben, les messieurs dans les salles de bain me disaient tout le temps « Madame, vous vous êtes trompée de salle de bain. » Fait que j'ai commencé à aller dans celle-là des femmes. Tu sais. Puis ça s'est arrêté là. C'est un bon exemple qui montre aussi que la plupart des critiques du transgenrisme, au départ, pas des gens hostiles à personne. Là, c'est-à-dire, des fois, il y a des fanatiques qui nous reprochent, par exemple, d'être... notre collaboration avec des Michel Blanc, puis vous faites le jeu. Ben non, mais c'est parce qu'on n'a jamais été contre les personnes. Là. Alors, moi, je critique des idéologies d'abord, là, vous aussi. Ce sont des courants de pensée qui des fois sont incarnés, oui, par des personnes, évidemment, en chair et en os. Mais à la base, il s'agit de critiquer des courants de pensée. Là. Moi, n'importe quel trans peut venir manger chez nous, il n'y a aucun problème. C'est pas ça la question. La question, d'abord, c'est beaucoup les enfants. C'est-à-dire qu'à une idéologie, là, la question des enfants, c'est là que ça a basculé. Et c'est là que je suis intervenu aussi à Libre Média. Avant, la question trans ne m'interpellait pas vraiment, avant qu'elle touche les enfants. Ça, c'est une frontière assez sacrée, si je peux dire, qu'il ne fallait pas franchir.
Puis là, même Barbada, hier, là, j'ai vu que Radio-Canada l'utilisait pour une publicité. Tu sais, ça va loin, là, évidemment, les drag queens avec les enfants, on sait qu'ils sont les porte-parole de ce courant-là chez les enfants. Mais c'est ça, il faut y rester. Ce genre d'entrevue-là avec Roxane La Banane permet d'humaniser effectivement les principales personnes concernées. Et quand on les écoute, on voit que les idéologies sont des systèmes de pensée qui finalement s'émoussent au contact de la réalité. Là. C'est-à-dire, c'est pas. Tu as un système de pensée, mais il ne peut jamais être appliqué parfaitement sur le terrain. Et les gens qui sont censés même en faire partie ont des nuances à nous faire part, etc. Puis leur parcours de vie ne correspond jamais vraiment à ce qui est véhiculé dans le discours médiatique et idéologique. Vous comprenez? C'est deux choses. C'est comme le communisme en théorie puis en pratique. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais une des constatations que j'avais dans les derniers jours, c'est il me semble que 2023, ça a été une année extrêmement marquée par des événements très nichés, controversés. Tu as parlé de Sound of Freedom, mais à l'inverse, il y a eu toute l'histoire autour du film Barbie. Ensuite, il y a eu le boycott. Après ça, puis Trudeau était allé avec son fils à Barbie. Là, puis, Exactement. Puis là, tu as eu comme un espèce de backlash relié à ça. Tu as eu l'histoire du boycott de Bud Light à cause de l'influenceuse transgenre qu'il y avait là-dedans, ou je sais pas trop. Après ça, on a eu l'histoire du chanteur country américain Jason Aldean qui a sorti une chanson qui normalement aurait dû passer un peu inaperçue dans le portrait, mais comme il avait filmé une scène devant... Try That in a Small Town. Try That in a Small Town, qui avait sorti un clip dans lequel il y avait une image qu'à un moment donné qu'on voit, c'est filmé devant un palais de justice devant lequel aurait été lynché un Afro-Américain en 1927 ou je ne sais pas trop. Donc là, toutes ces affaires-là, c'est toutes des espèces de controverses qui ont alimenté l'actualité. Au bout de l'année, Joey me dit dans le chat, le boycott de Target, ça a été ça aussi. Il y a une femme qui avait filmé dans un Target. Ouais. Il y avait du linge pour enfants avec des trucs trans écrits là-dessus. Puis là, ça a créé un phénomène de boycott aussi. J'ai l'impression que on dirait que l'actualité maintenant, c'est un peu ça. Il y a un scandale, il y a un boycott ou un backlash, il y a un scandale, il y a un boycott. Ça a été un peu ça. Là. Je pense que l'espèce de tandem Sound of Freedom et Barbie, ça a été un peu ça aussi, là, dans le sens que d'un côté, les gens nous disaient hey, Sound of Freedom, c'est un film de débile, conspirationniste, qui parle des... on avait l'impression que ça allait parler de Clinton sur l'île de Epstein, là, mais finalement, c'est un peu n'importe quoi ce qui avait été vendu sur ce film-là. Puis à l'inverse, c'est beaucoup d'Oliver Anthony là, qui a fait scandale, qui a fait que ça avait du succès, puis c'était dénoncé, puis on disait qu'il y avait du conspirationnisme là-dedans, juste parce que une phrase dans la toune dit les politiciens, j'aimerais qu'ils s'occupent plus des mineurs, les gens qui travaillent dans les mines, plutôt que des mineurs à quelque part sur des îles obscures. Ouais. Puis là, t'es là, tu dis, pourquoi ça fait scandale une phrase de même? Tu sais, je veux dire, il a utilisé quelque chose dans la culture populaire. Il en a parlé dans sa toune, puis là, tout le monde déchirait sa chemise, puis le gars, il est très reconnaissant de ça, il fait des millions maintenant. Mais, oui. En fait, c'est l'enflure, je trouve, de sujets insignifiants. Puis c'est ça qui a caractérisé ton année de ton côté avec les grands enjeux. C'est ça qui j'ai trouvé spectaculaire en 2023. Je trouve que les sujets de fond sont mal traités dans les médias et les sujets insignifiants sont de plus en plus sur la scène. Moi, ce qui m'a découragé le plus des médias traditionnels, c'est définitivement tout ce qui s'est passé au niveau de l'inflation depuis 3 ans. La méconnaissance des gens par rapport à ça. Puis tu sais, c'est pas fini, le duel PSPP-DUM qu'on vit présentement avec les profits des épiciers, qui est un duel qui a eu lieu au niveau de la greedflation avec l'NPD au fédéral. Nous autres, on arrive out of nowhere, genre 12 mois en retard au niveau provincial avec ça. Mais ça démontre juste un manque de connaissances et un manque d'informations de qualité par rapport à des enjeux importants. Moi, c'est ça qui me fascine le plus. Je veux dire, on dénonce beaucoup la vidéo de Pierre Poilievre, alors qu'en réalité, c'est probablement un de ceux, dans l'année complète, qui a le mieux résumé
de manière partisane, nécessairement, mais qui a quand même mieux résumé la situation au niveau du logement au Canada. Puis qui a tenté des solutions qui peuvent avoir un impact positif, même si c'est marginal à cause qu'il est au fédéral. Mais ça, c'est le bout, je trouve, qui a manqué énormément dans nos médias au fil du temps. Et tranquillement, pas vite, c'est des politiciens qui sortent un peu des sentiers battus puis qui vont occuper ce territoire-là. Ça veut dire qu'il y a un vacuum, il manque quelque chose présentement au niveau du média. Ouais. Et ce qui manque, c'est cette qualité d'information-là et de compréhension des enjeux qui sont très réels au niveau de l'économie, puis peut-être dans d'autres sujets aussi. Faut dire qu'il y a un enfermement mental aussi au Québec. Là. On pose la question, est-ce que c'est les médias ou c'est le Québec qui est comme ça? C'est parce que c'est les deux. Évidemment, les médias vont amplifier quelque chose qui est déjà présent dans la société. Oui. Donc, cette médiocrité, on va l'alimenter, on va la cultiver, cette maladie mentale même, là, on va la valoriser, etc. Donc, c'est les deux. Ça reste le Québec qui reste... Moi, ça me frappe aussi en fin d'année. Là, évidemment, la sortie avant-hier de Christian Dubé, on atteint des sommets de surréalisme. Là. Moi, juste expliquer à ma femme que bon, le ministre de la Santé est sorti pour dire aux gens de ne pas aller à l'hôpital. Comprenez, c'est un truc de malade, ça. Puis les gens vont dire ouais, mais il y a des gens avant l'urgence pas pour les bonnes raisons. Puis il y a des alternatives. Il n'y a pas d'alternative. Là. Écoute, les médecins, il y a des médecins en téléconsultation. Il y a des médecins qui ne veulent même plus voir de patients. Pouvez-vous m'expliquer à quoi ça sert un médecin qui ne veut plus voir physiquement un patient? Puis on se fait monter un bateau, Jérôme. À longueur d'année, c'est incroyable. Et ce problème-là n'existe pas réellement. 2019-2020, 822 700 hospitalisations au Québec. 2022-2023, dans la tête de tout le monde, si se pose la question, c'est plus que ça. On est rendu à 900 000. 910 000 parce que c'est problématique. On nous dit que ça déborde. 754 000. On a 70 000 hospitalisations de moins cette année qu'avant la pandémie. Et probablement plus de staff dans le milieu de la santé. Plus de staff dans le milieu de la santé. Ouais, il y a 3-4 agences qui s'est créées depuis ce temps-là, une couple de structures, 10-12 directeurs qui ont été nommés. Mais tu sais, je veux dire, on nous fait miroiter un problème qui n'existe pas. Il y a 70 000 hospitalisations de moins dans le milieu de la santé. Oui, ben, il y a toujours ça, ce mystère-là. Hein. C'est même durant la pandémie, les hôpitaux à proximité ici, puis ma femme, les quelques mois qu'on a été ici pendant la pandémie, me faisait remarquer, on n'a jamais entendu une ambulance dans le quartier. Les parkings d'hôpitaux n'ont jamais été pleins. Apparemment, c'était l'urgence militaire. Là, puis tu rentres à quel point les hôpitaux sont réellement saturés. Évidemment, bon, c'est peut-être une hérésie seulement de poser la question. Mais c'est drôle quand j'ai posé quand j'ai dit à ma femme, bon, le ministre a dit qu'on ne peut pas aller à l'hôpital pendant le temps des fêtes. Elle m'a dit, ben c'est quoi, les médecins partent en vacances, finalement, le monde est en vacances là-bas. Puis, tu sais, c'est des réponses qui traduisent finalement, comment dire, qu'un point de vue très terre-à-terre, là, c'est... Ouais, elle ne réalise pas la médiocrité du système, là. Je pense que c'est ça. Mais on se pose des questions aussi, des fois, qui vont peut-être au-delà des... comment dire, il y a peut-être des réponses très, très simples là, aussi à apporter... comment dire... est-ce qu'il y a du monde qui va en vacances dans le système de santé pendant Noël, premièrement? J'imagine que oui. Ben, regardez le graphique ici. Là. Vous voyez l'année 2023 là, est ici. Là. Regardez les courbes. L'année 2023, au niveau des urgences au Québec, a été plus tranquille que l'année 2022. D'une manière assez évidente. Là. Il y a où le problème? Pourquoi on nous parle d'un problème présentement et qu'on dit au monde de ne pas aller à l'urgence? Je ne comprends pas. L'année 2023 est clairement plus tranquille que l'année 2022 au niveau des urgences du Québec. Parce que j'espère, parce que il était censé avoir une pandémie. Donc, ça serait quand même incroyable que ce ne soit pas le cas. Mais on est encore, tu sais, tu parlais il y a un enfermement québécois, il y a un enfermement, puis tu as parlé aussi de la faillite d'espèce de modèle social-démocrate, mais c'est carrément là qu'on est. Là. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des gens qui sont dans la rue avec des pancartes, et j'ai vu le dernier sondage de Léger là-dessus, là.
Bon, pour ce que ça vaut, se poser ce genre de questions-là aux gens sans leur expliquer les tenants aboutissants. Là. Mais visiblement, il y a au moins 50% de la population qui a l'air de croire que si on donne 20% d'augmentation de salaire à des professeurs, des infirmières, les problèmes vont se régler comme par magie. Mais vous vous réalisez pas que même si on donnait 500 000 par année à chaque infirmière, le système de santé n'ira pas mieux. Tout ce que ça va faire, c'est que ces gens-là vont endurer leur mal un peu plus longtemps avant de recommencer à se plaindre. Là. C'est ça la réalité, c'est que le système, il est déglingué. Vraiment, c'est un spectacle assez incroyable. Celui du déclin du Québec, c'est fou. 2023 est une année de déclin très claire. J'avais dit ça pour 2022 là, à Causeur en France, mais 2023, une espèce de poursuite molle et indolente de cette glissade incroyable là, du Québec hors de l'histoire. C'est un début, hein? C'est très lassant. En fait, c'est extrêmement lassant. Là, pour être revenu, moi, 2023 est l'année aussi où je suis revenu au Québec. Puis, franchement, c'est lassant. Là. C'est-à-dire, c'est le bal du monde qui se plaigne le ventre plein. 3 skidoo sur le balcon, ils n'ont pas assez d'argent. Ouais, mais c'est parce que 3 skidoo à ce d'épais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais parce que maintenant, c'est du n'importe quoi. Là. Les enseignants vont gagner 106 000 $ par année, alors que les doyens de l'Université Laval doivent gagner. Les doyens, c'est autre chose, là, les recteurs, mais par exemple, un professeur d'université doit gagner à peu près 130 000 à l'Université Laval, et là, les enseignants du secondaire vont gagner 106. Il n'y a aucune hiérarchie sociale, c'est du n'importe quoi. Les électriciens rentrent chez vous, ça vient de te coûter 500$. Tu te dis, bon, OK, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une société vraiment là, sans aucune hiérarchie, complètement médiocre. C'est vraiment du n'importe quoi. Là. Un inspecteur en bâtiment rentre chez vous avec ses bottes, ça vient de te coûter 600$. Le gars est rentré 45 minutes avec une lampe infrarouge que tu achètes au Canadien de tailleur. C'est du n'importe quoi, là, ce truc-là. Là. Il n'y a rien de sérieux ici. Là. Non, mais il n'y a rien de sérieux. Puis tout le monde explique ces coûts-là. Ouais, mais vous savez, c'est le marché comme ça. Ouais, mais c'est le marché. Ouais, mais c'est parce qu'il y a du monde qui pense que ça vaut ça aussi quelque part. Je veux dire, un inspecteur en bâtiment rentre chez vous, il dit ouais, la porte de la cuisine est un peu slack. OK, c'est ça, c'est l'inspection, c'est ça le niveau d'inspection que ça vaut 500$. Je sais, tu sais, il y a des trucs incroyables, là, et puis personne ne s'en rend compte, tout le monde pense que ça vaut ça. Puis évidemment, je ne veux pas accuser ces gens-là qui sont pris, eux aussi, dans un système de taxes, de permis. Des inspecteurs qui viennent te dire ton balcon n'est pas conforme selon les nouveaux règlements de la Ville de Québec. Tu as un gars qui est payé à Québec pour faire de la délation de balcon. Le gars doit gagner 85 000 avec fonds de pension. Son poste est complètement inutile. Tu sais, c'est ils ont la tête d'un vidange. Écoute, c'est ça. Nous, à Lévis, on a reçu une augmentation de nos taxes municipales augmentent de quasiment 8%. On nous dit qu'il n'y a aucun gras à couper. Que la ville fait tout ce qu'elle peut, mais il y a 2 personnes payées temps plein pour espionner les bacs de poubelle des gens et leur remettre des constats. Si, mettons, ils ont mis mettons un crime impardonnable, genre, t'as mis quelques feuilles mortes dans ton bac de poubelle. Je ne sais pas, probablement que ça mérite la peine capitale, j'imagine, là, d'un point de vue écologiste, là, faire ça. Là. Mais c'est ça, il y a des gens payés pour ça, il y a des gens payés à Québec pour inspecter les puis on a une masse salariale à Lévis de l'administration générale qui augmente de 28%. Je veux dire, on nous vend des augmentations de taxes de 8% qui, en réalité, sont des augmentations de revenus de 13% parce qu'il y a quand même la croissance économique. Et tout ça en nous disant, ben là, les services aux citoyens, l'inflation, ça coûte plus cher. Puis ce que tu te rends compte, c'est que c'est pas le service aux citoyens qui a été augmenté. C'est pas les salaires non plus liés à l'inflation qui ont augmenté. Ils sont sur une vieille convention collective. C'est que vous avez engagé beaucoup de monde. Puis ça a fait augmenter la masse salariale de 28%. Fait que tu es dans une position où tu te dis, my God, on est déconnecté total, il n'y a plus d'imputabilité. Et le système craque de partout, puis c'est juste le début. Je vais te montrer un chiffre. C'est rare, je vais faire ça, de prendre du stock de Patreon puis le ramener dans le live, mais je le fais parce que je pense que c'est important. Ça, c'est le nombre de personnes en attente d'un premier service de soutien à domicile. On est à 10 000 personnes en 2019 qui attendaient leur premier soin à domicile. Présentement, on est à 20 000. Fait que les personnes âgées vieillissent très vite. Malgré le fait qu'on a augmenté les services, si vous regardez le nombre d'heures cumulatives de soins à domicile, on est passé de 13 millions d'heures à 21 millions d'heures. C'est une grosse augmentation.
très grosse augmentation. Malgré tout, la liste d'attente a doublé. Et quand tu vas dans les CHSLD, présentement, il y a 4250 personnes qui attendent une place dans un CHSLD. C'était 2400 en 2019. Le système est en train de casser. Oui, personne ne le sait, mais évidemment, la chute démographique, vraiment, à ne pas sous-estimer. La population inactive qui est toujours plus grande. Aucune idée comment on peut supporter ça. On est en train de creuser, évidemment, les inégalités intergénérationnelles. Donc, les baby-boomers qui ont créé une société à leur avantage, qui n'est absolument plus à l'avantage des autres générations. On m'a reproché récemment de mener une croisade contre les boomers. Absolument pas. C'est un phénomène sociologique très clair. C'est pas contre personne. Puis je ne suis pas un ardent défenseur de ma génération. Mais on va clairement vers le mur, mais personne n'a l'air à s'en rendre compte. Et vraiment, il y a comme on est vraiment enlisé complètement. La roue tourne à vide complètement. Puis tout le monde y participe, puis les prix augmentent, puis tout est raquette, le dentiste, toutes ces corporations extrêmement rigides. C'est du n'importe quoi. Là. Tout le monde tire son... le Québec, c'est un buffet vers lequel courent des enfants et ils vont remplir leur assiette le plus vite possible avant qu'il ne reste plus de saucisses déjeuner au buffet, je ne sais pas trop où, là, des continents ou ailleurs. Mais le Québec, c'est ça. Le Québec, c'est genre le Thomas Tam et là, tout le monde court pour aller remplir son assiette. Puis, à un moment donné, il ne restera plus rien là-bas. Là. Il ne restera plus rien sur la table. Et c'est ça le Québec actuel. Et ça, les syndicats, ils participent, la solidarité. Tu entends le chef syndical, dont j'oublie le nom, qui semble n'avoir aucune forme d'éducation, qui nous fait un discours complètement vide, complètement aseptisé avec des mots-clés. Là, comment il s'appelle ce type-là? Il est complètement nul. On ne croit pas du tout. Ils n'ont aucune sincérité. Parce qu'on n'y croit pas du tout. Ces gens-là n'ont pas l'air d'avoir aucune véritable vision de l'école publique. C'est quoi l'école véritablement? On n'y croit pas. Là. Je pense qu'ils n'ont aucune idée c'est quoi l'école vraiment. Hey Jérôme, je dois y aller, moi, de mon côté. Je vais te laisser finir avec Frank. Je te dis un gros merci pour l'année 2023. C'est super agréable. Puis bonne chance à Libre Média pour 2024. À très bientôt, Yann. Yes. Mais c'est le paradoxe aussi de ce que tu dis, c'est tout le monde court vers le buffet, mais personne ne veut le remplir. Tu sais, si on était dans une société où tout le monde se sert, tout le monde... Moi, c'est ça l'impression que j'ai en ce moment, c'est que tout le monde veut des augmentations de salaire. Les profs veulent gagner 100 000 par année. Les infirmières en veulent plus, tout ça. Puis, je le répète, je n'en veux pas à personne de vouloir augmenter ses conditions de vie. C'est normal, c'est humain. Moi aussi, je veux gagner plus cher. Jérôme aussi voudrait avoir 20 % d'augmentation de son salaire pour l'année prochaine. Tout le monde veut ce qui est le mieux pour lui, sa femme, ses enfants, ses parents, peu importe. Là. Mais c'est pas ça. Mais le point, c'est d'un point de vue global, c'est quand tu analyses la société, tu te dis combien de temps est-ce que notre modèle où on ne veut pas exploiter nos ressources naturelles, on ne veut pas de pétrole, on ne veut pas construire de nouvelles routes, on ne veut pas développer rien dans les régions, on veut. Tu sais, c'est comme si on veut être sur une espèce de pilote automatique où on surfe sur nos acquis, puis on s'en va lentement vers la décroissance. Parce que n'oubliez pas que c'est ces mêmes gens-là qui nous disent qu'il faut arrêter de consommer, il faut décroître, il faut vivre de la simplicité volontaire. Là, il y avait des articles cette semaine dans les journaux, il ne faut plus acheter de cadeaux aux enfants à Noël parce que ça pollue. Donc, il faudrait comme s'en aller dans une genre de simplicité volontaire où tout le monde gagne 100 000 par année. Oui, une sorte de revenu universel, en fait. On sent ça aussi. Hein? Ça a été une idée qui a été amenée durant la pandémie. Mais honnêtement, écoutez le discours ambiant, on va vers un revenu universel. Enfin, on ne pourra jamais aller là parce que c'est insoutenable. C'est non viable. Mais dans l'air du temps, c'est quasiment ça. C'est-à-dire que si tous les Québécois pouvaient avoir 100 000 dans leur compte pour faire pas grand-chose, je pense qu'il y a des gens qui seraient favorables à cette mesure-là. Non, ça va très mal, honnêtement. Puis le mot, c'est lassant. C'est-à-dire le spectacle du déclin du Québec. Vraiment, les gens diront putain qu'à suivre autre chose. Ouais, mais parce que je suis journaliste, puis c'est mon métier, c'est quand même de suivre les courants sociaux. Mais c'est extrêmement lassant. On sent qu'on est dans une impasse. C'est insoluble. On n'est pas plus pour le gouvernement Legault que pour les syndicats, que pour les fédérations d'enseignants, tout ça. On est comme... Pas indifférent presque, mais on ne sent pas de solution, on ne sent pas
ne sent pas d'alternative. Le Parti québécois, bon, qui serait revenu à l'avant-scène. Qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a pas de... qui propose exactement... c'est parce que tu regardes, en plus, les gens se tournent vers le PQ, reviennent à leurs anciennes amours, OK, mais je veux dire, prenez tout ce qu'a fait la CAQ depuis leur élection en 2018 et demandez-vous ce que le PQ aurait fait à leur place. Ils auraient probablement, à quelques exceptions près, fait strictement les mêmes choses. La loi 21, la loi 96, toutes ces affaires-là, ça aurait été peut-être la même chose ou un petit peu plus corsé. D'un point de vue économique, c'est un peu le même genre de modèle très étatiste où on crée des nouveaux règlements. Le Parti québécois, il ne propose pas un traitement choc. En ce moment, on a une grosse piscine pleine d'algues. L'eau est verte. Et il n'y a personne qui propose un traitement à choc. Il y a juste des gens qui disent ouais, mais moi, je vais chauffer l'eau un peu plus. Moi, je vais baisser le chauffe-eau. Moi, je vais monter le chauffe-eau. Puis toi, tu te dis ben oui, mais là, on a besoin d'un gros traitement à choc. Là. Plus des pocs de chlore, là, il faudrait en mettre pas mal dans l'eau pour qu'elle redevienne belle. Mais sans. Tu sais, quelque part, je regardais les gens du Parti québécois qui sont dans la rue avec les gens du Front commun qui demandent de l'argent. Oui, mais est-ce que vous avez expliqué aux citoyens ce que ça implique? Est-ce que vous êtes prêts à le dire aux gens que si on leur donne le 20 quelques % qu'ils veulent d'augmentation de salaire, il faut augmenter les impôts, il faut augmenter les taxes, il faut encore rajouter... Ça s'emballe, c'est un cercle vicieux. Tout le monde y participe, tout le monde va s'augmenter, tout le monde, les prix partout. Donc, tout le monde, pour compenser l'inflation, réclame évidemment d'être mis à niveau. Mais ça fait juste, c'est ça, augmenter la spirale. Il faudrait faire comme Javier Milei en Argentine, puis dire dans un discours à la nation, no hay plata, c'est-à-dire il n'y a pas d'argent de plus, ou il n'y en a juste pas. Évidemment, l'Argentine, c'est un cas particulier. Là, au Québec, il y a encore de l'argent, mais pas autant qu'on pense. Mais ça prendrait une sorte de traitement choc dans ce genre-là. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a un refus, un déni, il y a une sorte... il y a un refus de repenser. Il y a un refus de repenser le modèle parce que la réalité, on en a déjà parlé, moi, puis Yann. Je sais que même il y a quelques personnes dans les médias qui en ont parlé, mais on ne peut pas vivre dans un modèle où tout le monde travaille pour le gouvernement. C'est ça la réalité. Et dans les dernières années, il n'y a presque aucun emploi qui s'est créé dans le privé au Québec. C'est tous des emplois pour le gouvernement, dans des centres de vaccination, des gens pour ci et ça, un petit peu partout dans des nouvelles sociétés d'État comme la SQDC. C'est plein de gens qui travaillent pour le gouvernement depuis le milieu des années 2010 et il n'y a quasiment aucune création d'emploi au privé. Il y en a un deal qui pourrait être fait, c'est de dire aux employés de la fonction publique, vous voulez des augmentations de salaire pour compenser l'inflation, parfait, on vous donne votre 20 25 % d'augmentation de salaire. Par contre, on va être obligé de foutre 100 000 personnes dehors ou 50 000 personnes dehors. Et ça tombe bien, il y a une pénurie ça tombe bien, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le monde privé, ça va faire plein de belles main-d'œuvre pour retourner dans des entreprises qui cherchent du monde. Mais personne ne veut aller là. Personne n'osera jamais aller là. Puis moi, quand j'ai proposé ça la première fois avec Yann, il y a des gens qui nous écrivaient, ils nous disaient « Oh, moi, je le prends, ce deal-là, sans problème. » Mais le gouvernement n'ira jamais. Il n'y a aucune volonté de repenser ce qui est fait. Non, on sent que c'est vraiment indolent. C'est ça qui est lassant, qui est décourageant. Il n'y a pas de force qui émerge, même spontanément, ou enfin, il y en a. Là, je pense qu'on peut les représenter sans prétention. On est de ceux qui voudraient remettre justement en question le modèle. Mais tu sais, au-delà des voix qu'on représente, évidemment, qui sont peut-être plus importantes qu'on pense, mais de manière institutionnelle, dans les médias, dans les institutions, c'est silence radio. C'est assez troublant, honnêtement. Le grand déni auquel on assiste, ou la grande inconscience. Aussi, je lisais le Figaro ce matin, puis en France, là, actuellement, c'est le branle-bas de combat parce qu'eux aussi, leur système de santé est moins pire qu'ici, mais relativement médiocre par rapport à d'autres pays européens. Mais tu as la médecine quand même libérale qui appelle. Les médecins reçoivent chez eux, dans les cabinets à Paris. C'est quand même beaucoup mieux qu'ici, mais ils ont quand même des problèmes structurels aussi pour le financement. Puis je voyais le président Macron qui disait « Ouais, mais
Là, il faudrait peut-être penser à revoir le mode de rémunération des médecins au lieu d'être payé à l'acte, puis tout ça. Un peu le même débat qu'on a eu ici il y a quelques années. Et là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les ordres de professionnels en France qui se lèvent, sont prêts à faire quasiment les gilets jaunes 2.0 parce que c'est pas vrai qu'ils vont. Tu sais, c'est tout le temps ça. On vit dans un monde où tout le monde est assis sur ses privilèges, tout le monde est assis sur son confort. Puis du moment que tu proposes, tu sais, tout le monde veut que la société s'améliore sans que rien change. Mais ça, Ouais, c'est une utopie qui n'est pas valide. Là. C'est même le Parti québécois est pogné dans cette espèce de patente-là. Il essaye de vendre aux gens un projet de pays en leur faisant miroiter l'idée que rien ne va changer. Non, on va faire sécession de l'Empire britannique, mais vous allez voir, tout va être pareil, le budget ne changera pas. Puis au lendemain du référendum, là, on va être un des plus beaux pays au monde. Tout ça. Je sais pas, là, regardez ce qui s'est passé avec le Brexit, puis regardez. Alors, des turbulences, c'est sûr. Puis, ça pourrait mettre un peu d'action, en fait, dans cet endroit où il ne se passe rien, dans le fond. Il manque d'adversité, finalement, ici. Il n'y a pas d'affrontement, vraiment. C'est-à-dire une société qui est complètement, d'abord, unanime, complètement pacifiée, si je peux dire, au sens où il n'y a pas de... Il n'y a pas de dissidence réelle. Là. Toutes les corporations, tous les groupes d'intérêt, finalement, sont assez imbriqués à l'État, ou du moins, il y a une relation assez proche avec lui pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bouillonnement, parce que ça prend un peu de clash dans une société là, pour qu'il se passe quelque chose. Il ne se passe rien, en gros. Honnêtement, il ne s'est rien passé au Québec vraiment depuis la bataille des plaines d'Abraham. Peut-être le FLQ, tout ça, crise d'octobre, là, mais il ne se passe rien ici, finalement. Là. C'est vraiment une espèce de société chalet au nord de l'Amérique. C'est vraiment très, très périphérique. C'est très spécial, franchement. Là, vraiment une société dortoir. C'est ça. Puis là, c'est une société chalet, en fait. Puis un chalet, c'est quoi? C'est vraiment. D'abord, c'est une habitation éloignée des centres. Puis le Québec, c'est ça aussi à l'échelle du continent, c'est-à-dire un endroit éloigné des centres des États-Unis, des véritables centres où il se passe quelque chose. Donc, le Québec, c'est non seulement une société chalet géographiquement, mais psychologiquement. C'est-à-dire c'est la mise en retrait, c'est le refus d'adversité, la sainte paix. Finalement, le refus d'être en contact avec le monde extérieur. C'est ça le Québec actuel, géographiquement et psychologiquement. Géographiquement, remarque qu'on n'a pas choisi. Là, on ne changera pas la place du Québec là, dans le monde. Mais l'Abitibi, le Québec, c'est un peu l'Abitibi. Même le Canada à l'échelle mondiale. C'est là-bas, là, dans le nord. Le monde là-bas ont des pick-up, puis tout ça. Puis ils déneigent leur entrée. Puis... Oui, c'est un peu. Écoute, on va espérer que pour 2024, il y a un peu de. Il y a quelque chose qui vienne secouer un peu cet immobilisme-là. Tu as envie de dire à chaque année, on se dit. À chaque année, on se dit le modèle s'écrase sous nos yeux. Ça peut pas être pire. L'année d'après, finalement, on continue dans la même, même veine. Mais à un moment donné, je sais pas, peut-être qu'il y aura le réveil de l'ours qui dort, qui est en hibernation depuis longtemps. Mais on peut se le souhaiter pour 2024. Ouais, merci Jérôme d'avoir été là pour la dernière de l'année. On se reparle en 2024. Et c'est ça, longue vie à Libre Média. Les gens, pouvaient aller les lire chaque jour sur libremedia.com. Donc, rappelez que la page Facebook a toujours un enjeu avec Meta. Ça n'a pas l'air d'être sur le bord de se régler. Donc, si vous suiviez Libre Média sur Facebook, allez plutôt directement sur leur site web. Il y a le compte Twitter aussi qui, lui, marche. Donc, ils peuvent soit te suivre toi ou le compte Twitter de Libre Média. Ou les deux. Les deux. Et la chaîne YouTube, évidemment, qui est une plateforme à ne pas manquer pour les grands entretiens. D'ailleurs, je pense que vous êtes entretenu avec le prof Caron. Oui, on va publier ça. On regarde, là... c'est déjà... on a déjà la vidéo sortie, mais dans nos affaires, là, mais on regarde c'est quand qu'on va la rendre publique. Parfait, on regarde pour la meilleure date, on est en train de réfléchir. Parfait. Donc, les gens, vous pouvez aller voir ça et rester à l'affût. Il y a du contenu qui s'en vient. Et nous autres, on va être là en 2024 pour sûr. Donc, merci tout le monde et on se reparle bientôt.
Salut, bye.